Alors, en introduction de cette journée, nous avons décidé de répondre à une première question qui est en fait le cœur de la problématique d'aujourd'hui. Quel est l'impact de l'usage des antibiotiques sur l'antibiorésistance? En effet, la finalité des démarches éco-antibio est bien de limiter le développement d'antibiorésistance. Il est donc essentiel de bien comprendre les bases de cette problématique avant de lancer les autres discussions. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire en introduction, en vous illustrant au maximum mes propos pour être la plus concrète et claire possible. Alors pour définir l'antibiorésistance, j'avais le choix entre plusieurs définitions, plus ou moins compliquées, selon qu'on se place du point de vue du clinicien, du pharmacologue, du microbiologiste, etc. J'ai choisi une des définitions la plus simple, qui est la capacité d'une bactérie à se multiplier ou à persister en présence d'un antibiotique. Et pour illustrer ce phénomène, donc on va prendre quelques schémas. Donc ici, on peut imaginer qu'on est par exemple dans le tube digestif d'un animal. Dans ce tube digestif coexistent plusieurs espèces bactériennes. Et au sein d'une même espèce bactérienne coexistent des bactéries sensibles, qui sont ici en vert, et des bactéries résistantes qui sont en violet. Après administration et lors d'administration d'un antibiotique, les bactéries sensibles sont tuées, les bactéries résistantes survivent. C'est ce qui est ici. Et après le traitement, eh bien, il peut y avoir deux scénarios. Tout d'abord, un retour des bactéries sensibles, c'est ce qu'on voit ici, tout simplement parce que les bactéries résistantes ont dû payer un coût biologique de la résistance, c'est-à-dire une sorte de fardeau supplémentaire qu'elles ont à payer pour avoir cette antibiorésistance. Et cela se traduit par une perte de leur compétitivité en l'absence d'antibiotiques, ce qui permet le retour des bactéries sensibles. Le deuxième scénario, eh bien, il peut y avoir une multiplication, une persistance des bactéries résistantes, même après l'arrêt du traitement, tout simplement parce qu'il s'est avéré que le coût biologique était faible ou nul. Elles sont donc restées compétitives et elles persistent après l'arrêt d'un traitement antibiotique. Et le choix de ces scénarios, finalement, est très très peu prédictible et les deux scénarios peuvent se produire. Alors, quels sont les mécanismes de la résistance? Il y a tout d'abord la résistance naturelle, innée. Pour vous l'illustrer, j'ai pris l'exemple de la pénicilline. Il faut imaginer que la pénicilline agit un petit peu comme un coup de marteau sur la paroi bactérienne. C'est ce que l'on obtient ici, ce qui permet de tuer les bactéries. Eh bien, tout simplement, le mycoplasme, qui est dépourvu de paroi bactérienne, est naturellement résistant à la pénicilline. Donc cette résistance naturelle fait partie du patrimoine génétique, elle est transmise à la descendance, elle n'évolue pas dans le temps. Donc il n'y a absolument aucune surprise, tout ça est bien connu. Mais si le problème de l'antibiorésistance est devenu si préoccupant depuis quelques années, c'est qu'il y a bien un autre phénomène qui existe, et c'est celui de la résistance acquise. Ça signifie qu'en fait une bactérie qui était initialement sensible à un antibiotique donné devient résistante dans un second temps. On peut avoir deux mécanismes là aussi. Le premier, assez simple, on a une bactérie sensible qui devient résistante par une mutation génétique au niveau de son chromosome, par exemple, et elle acquiert une nouvelle enzyme qui lui permet d'être résistante à l'antibiotique. Ces mutations chromosomiques sont assez rares, elles sont spontanées, elles concernent souvent la résistance qu'à un seul antibiotique, et il n'y a une transmission qu'à la descendance, c'est-à-dire une transmission verticale. Donc c'est un phénomène qui ne représente, voilà, il est généralement admis que ça ne représente que 10% de la diffusion du développement de cette résistance acquise. Ce n'est pas le phénomène majeur. Le phénomène majeur, qui représente les 90% restants, eh bien c'est celui-là. Il y a une transmission de matériel génétique entre deux bactéries. Entre une bactérie résistante et une bactérie qui était sensible. Ces deux bactéries peuvent être de la même espèce, mais elles peuvent être aussi d'espèces différentes, par exemple entre une Escherichia coli et une salmonelle. Et on a donc bien une transmission horizontale, donc qui peut très très largement diffuser, et en plus la transmission verticale. Alors, comment ce phénomène se produit? Il y a trois grands phénomènes qui sont très simples à comprendre et je vais vous le dire rapidement. Le premier, le plus important, c'est ce qu'on appelle la conjugaison, en haut du schéma à droite. On peut imaginer que c'est une sorte de contact sexuel entre deux bactéries qui leur permet de faire des échanges bactériens, donc du matériel génétique et donc de la résistance. Le deuxième phénomène, c'est la transformation. En fait, c'est la capacité de cette bactérie à aller capter de l'ADN dans l'environnement. Et cet ADN peut porter des résistances et il pouvait provenir d'une bactérie ici qui avait été lysée, tuée. Et ensuite, donc, cette résistance, ce matériel génétique est intégré au chromosome de la bactérie. Et le troisième phénomène, c'est ce qu'on appelle la transduction, en bas à droite. C'est tout simplement un virus qui a infecté une première bactérie, qui a capté son matériel génétique. Ensuite, ce virus va aller infecter une seconde bactérie et injecter le matériel génétique avec la résistance dans la bactérie. Alors, une fois que ces gènes, une fois que ce matériel génétique avec de la résistance
Et dans la bactérie, qu'est-ce qu'il se passe? On a 5 grands phénomènes. Le premier ici, la réduction de la perméabilité. Ça signifie que la bactérie, en fait, va fermer ses portes à l'antibiotique, qui ne peut donc plus pénétrer dans la bactérie, qui ne peut plus être actif comme prévu. C'est une stratégie ici d'évitement, de contournement. Le deuxième phénomène ici, à gauche du schéma, les flux, on est plutôt sur un phénomène d'élimination, c'est-à-dire que la bactérie va recracher à l'extérieur des antibiotiques qui étaient rentrés dans la bactérie. Le troisième phénomène, c'est une modification de la cible. Là, on est aussi sur de la stratégie de contournement, d'évitement, c'est-à-dire que normalement l'antibiotique, ici représenté par un rond, se fixait sur une cible ici qui était également arrondie et empêchait la bactérie de faire ses fonctions métaboliques, par exemple la synthèse des acides nucléiques. Eh bien, en cas de résistance, ici, la cible change de forme et l'antibiotique ne peut plus se fixer. Donc la bactérie peut continuer à assurer ses fonctions vitales. De la même façon, ici, il y a un phénomène qu'on appelle l'alternative métabolique. La bactérie trouve un procédé détourné pour continuer d'assurer ses fonctions vitales malgré l'antibiotique. Et enfin, le dernier phénomène, c'est l'inactivation de l'antibiotique. En fait, ici, on est sur une stratégie d'attaque. Tout simplement, la bactérie va cliver, va par exemple inactiver l'antibiotique en le découpant. Et on obtient donc une bactérie résistante. Donc il y a des stratégies d'évitement, de contournement, d'élimination et d'attaque qui expliquent l'antibiorésistance. Alors ce schéma permet de comprendre deux notions qui sont très très importantes, dont on reparlera certainement en cours de la journée. Tout d'abord, le premier, c'est la résistance croisée. Ça signifie ici qu'un seul mécanisme, par exemple la modification de la cible, entraîne la résistance à plusieurs antibiotiques. Donc c'est le cas par exemple des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline. Avec un seul mécanisme, ils vont être résistants à plusieurs antibiotiques. Et l'autre phénomène, c'est la corésistance. Ça signifie ici qu'une même bactérie va avoir plusieurs mécanismes, elle va cumuler plusieurs des mécanismes que je vous ai cités, ce qui va lui permettre d'avoir aussi là une résistance à plusieurs antibiotiques. Donc on peut obtenir comme cela des bactéries multirésistantes, voire tautorésistantes, qui sont résistantes à tous les antibiotiques. Et en exemple de ce phénomène, j'ai pris Salmonella typhimurium DT104, qui est résistante à 5 antibiotiques parce qu'elle cumule plusieurs mécanismes. Alors, ce qui est très important à savoir aussi quand on parle d'antibiorésistance, c'est que ça va concerner à la fois les bactéries pathogènes et les bactéries commensales. Les bactéries commensales sont les bactéries normales, habituelles, non pathogènes, qui sont présentes dans le système digestif, dans la sphère urogénitale, sur la peau, un petit peu partout dans l'organisme. Et il faut savoir que quand on fait un traitement antibiotique par voie orale, à visée respiratoire, par exemple, pour tuer des bactéries type Mycoplasma ou Actinobacillus, eh bien, en fait, il faut savoir que cet antibiotique qui est administré, lors de sa diffusion, lors de son élimination dans l'organisme, va aussi impacter ces fameuses flores commensales dont je vous parlais, notamment dans le système digestif, et vont exercer également une pression de sélection sur cette flore commensale, et qui pourront derrière devenir un réservoir avec transmission possible dans l'environnement et au niveau d'autres écosystèmes. Jean-Yves en parlera juste après moi. Alors, c'est fondamental de suivre l'antibiorésistance. On a 3 grands dispositifs en France. Le premier, le RESAPAT, qui est coordonné par l'ANSES, en fait, qui consiste en un réseau de surveillance auquel les laboratoires d'analyse participent sur la base du volontariat. Et ce réseau collecte en fait les prélèvements issus d'animaux morts ou malades envoyés sur décision des vétérinaires praticiens. Donc, c'est un réseau qui cible en fait la résistance au niveau de bactéries pathogènes. Le deuxième réseau correspond au plan de surveillance annuel à l'abattoir, coordonné par la DGAL. Et ce plan de surveillance, en fait, consiste à faire des prélèvements aléatoires de matière fécale à l'abattoir et de cibler des bactéries sentinelles et des bactéries zoonotiques pour là aussi faire un suivi de la résistance, donc sur des animaux sains, des animaux à l'abattoir. Et enfin, le dernier, c'est le réseau Salmonella, coordonné également par l'ANSES, qui va collecter en fait des souches issues de différents écosystèmes, l'alimentation, la nutrition, les animaux, etc. Et il y aura un sérotypage et test de sensibilité aussi sur Salmonella. Alors, pour rester dans les thématiques de la journée quiz, donc j'ai prévu quelques questions sur ce diaporama. On n'a pas prévu, on avait hésité à vous fournir des boîtiers pour rendre ce quiz interactif, mais on a préféré pas faire cette version-là, donc je vais juste vous laisser le temps de la réflexion, mais je ferai les questions-réponses.
Donc l'homme ou l'animal peuvent-ils devenir résistants? Parfois c'est un constat qu'on trouve dans les médias ou dans des lectures que l'on peut faire, que l'homme est résistant, etc. Alors non, c'est bien sûr les bactéries qui deviennent résistantes, et l'homme ou l'animal héberge ces bactéries, mais ce ne sont pas l'homme ou l'animal qui deviennent résistants. Est-ce que des bactéries résistantes ont été trouvées dans des sarcophages de pharaons? Alors oui, puisque là j'ai pris l'exemple des sarcophages de pharaons, j'aurais pu en prendre d'autres. En fait, la résistance est aussi ancienne que le monde vivant, il y a peut-être 3 milliards d'années. En fait, c'est une adaptation naturelle des bactéries à un milieu qui contient des antibiotiques. Et dans l'environnement, de façon naturelle, on a des antibiotiques qui sont produits par les bactéries elles-mêmes et par des champignons. Par contre, l'usage des antibiotiques accélère ce phénomène. Est-ce que les antibiotiques créent des résistances? Alors, parce que j'ai pu vous dire avant, non. L'émergence en fait de ces bactéries résistantes est un phénomène spontané qui tient au hasard, qui est indépendant de la présence d'un antibiotique. Alors là, c'est quand même une sorte. Enfin, je simplifie, hein, ce sont les grands messages à retenir. On a bien vu ici que dans les schémas, hein, soit une bactérie sensible devient résistante par mutation, soit elle devient résistante parce qu'elle a eu un transfert de matériel génétique avec une autre bactérie. Mais sur un schéma comme celui-là, il n'y a pas d'antibiorésistance qui intervient en termes de création d'antibiorésistance. Par contre, les antibiotiques sélectionnent ces bactéries. Donc l'antibiotique intervient ici au moment de la sélection, mais pas de la création. Ici, c'est un schéma qui permet d'illustrer justement cette idée. C'est un schéma qui est tiré des résultats de l'ANSES 2013, avec ici en bleu la courbe du niveau d'exposition des porcs aux céphalosporines de dernière génération, donc sur les années de 99 à 2012. Et en rouge et vert, vous avez les courbes qui correspondent au niveau de résistance des Escherichia coli pathogènes, donc issus du réseau Rhesapat que je vous présentais tout à l'heure, et des Escherichia commensaux issus donc des plans de surveillance à l'abattoir. Et on voit quand même un certain parallélisme dans l'évolution de ces courbes, donc à la fois en termes d'usage des antibiotiques et en termes d'évolution de l'antibiorésistance. Ici, c'est un schéma aussi qui illustre un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a des barres pour chaque antibiotique qui a été mis sur le marché. Le début de la barre correspond en fait à l'usage clinique de cet antibiotique, et la fin de la barre correspond au moment où il y a eu une émergence de pathogènes résistants de façon significative. Alors on s'aperçoit que suivant l'antibiotique, suivant la génération d'antibiotiques, la barre est plus ou moins longue, c'est-à-dire que c'est le temps qui s'est écoulé entre le moment de l'usage clinique et l'apparition de l'antibiorésistance, mais dans tous les cas c'est très court, 30 ans maximum, et beaucoup moins pour certains antibiotiques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à peine un nouvel antibiotique mis sur le marché, il y a de toute façon des résistances qui se créent très très rapidement. Donc en conclusion, on peut dire que la surveillance et le suivi d'antibiorésistance sont essentiels pour suivre l'évolution de l'antibiorésistance chez les bactéries, essentiels aussi pour détecter les nouveaux mécanismes d'antibiorésistance, pour fournir des données nécessaires à l'analyse des risques pour la santé publique et la santé animale, étayer les recommandations politiques des décideurs en matière de santé publique et de santé animale, et aussi bien sûr aider à la décision dans l'acte de prescription vétérinaire. Donc ces outils de surveillance de l'antibiorésistance sont très complémentaires des outils de suivi des usages d'antibiotiques dont on parlera un petit peu plus tard dans la journée. Et pour finir, donc, je vais vous illustrer ici ce flyer que vous avez trouvé à l'accueil. C'est vrai que finalement tout ce diaporama permet de comprendre pourquoi nous avons choisi ces slogans pour mettre sur les flyers, donc qui vont être destinés aux éleveurs, toujours dans cette action du point éco-antibio de sensibilisation des éleveurs et des acteurs de la filière aux antibiotiques et à l'antibiorésistance. Donc c'est un flyer qui a été créé par plusieurs structures que vous trouverez ici sur le côté du flyer, et donc on a décidé de mettre en slogan « Les antibiotiques, pas plus qu'il n'en faut ». Avec mon nez vétérinaire, je maîtrise la santé de mes animaux tout en limitant le développement de l'antibiorésistance. Donc voilà, ça permet de bien faire le lien. Donc n'hésitez pas à vous servir, prenez autant d'exemplaires qu'il vous en faut pour aller derrière distribuer dans vos élevages. Voilà, merci de votre attention.